Look at that. That's cool. Regardez ça. C'est cool. Frank Fritz n'était pas un collectionneur ordinaire et son garage n'était pas un espace de stockage ordinaire. Mais ce qui s'est passé après sa mort a stupéfié tout le monde, même la police. En ouvrant son garage, ils n'ont pas seulement découvert des voitures anciennes. Ils ont découvert autre chose. Un véhicule enfoui sous la poussière et le secret. Une voiture qui, selon tous les documents officiels, ne devrait pas exister. Que faisait-elle là? Pourquoi Frank a-t-il laissé une note manuscrite laissant entrevoir quelque chose de plus grave? Ce n'est pas un simple trésor caché. C'est à ce moment-là que tout a basculé, car ce qu'ils ont découvert dans le garage de Frank Fritz est bien plus choquant que quiconque l'aurait imaginé. L'obsession qui l'animait. Frank Fritz ne se contentait pas de collectionner des voitures. Il les traquait. Il poursuivait des histoires enveloppées d'acier et de chrome, traçant les contours rouillés de décennies oubliées. Dès ses premiers pas sur nos écrans avec American Pickers, il était clair que Frank n'était pas là pour la gloire. Il était là pour la chasse. Il aimait profondément ce que le temps avait laissé derrière lui. Et pour lui, rien ne parlait plus fort qu'une voiture de collection avec une histoire. Pour le spectateur moyen, Frank était le plus discret. L'homme à l'esprit vif et à la connaissance encyclopédique des panneaux de station-service et des bidons d'huile. Mais ceux qui regardaient attentivement percevaient la véritable obsession. Les moments où sa voix changeait lorsqu'il apercevait une muscle, car à moitié enfouie sous les mauvaises herbes, ou la façon dont il s'attardait un peu plus longtemps dans le garage poussiéreux de quelqu'un lorsqu'un modèle rare y était garé. Frank ne se contentait pas d'acheter ses véhicules. Il y voyait quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Au fil des ans, sa collection privée s'est enrichie lentement mais consciemment. Il ne cherchait pas à impressionner qui que ce soit. Il n'y avait ni salle d'exposition, ni cordons de velours. Juste un garage caché dans l'Iowa, rempli de machines qui ressemblaient à des capsules temporelles. Une Chevrolet Bel Air de 1956 avec ses lignes épurées et ses ailerons qu'il admirait depuis toujours. Une Ford Fairlane GT 304 boîte 20D de Miller. 967 qu'il avait acheté 7-0 et qu'il avait personnellement fait restaurer, investissant 4 dollars supplémentaires pour la remettre en état. Le Cadillac Fleetwood de 1960, acheté avec son ami de longue date Mike Wolfe, était une pièce de luxe américaine entièrement équipée. Mais ce n'était pas tout. Frank n'avait pas peur d'investir gros pour quelque chose d'unique. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé avec 2 voitures de sport Nash Healey de 1954, acquises pour un total de 46,000 $. Une voiture à 3 roues Mertz de 1914 a suivi, un véhicule rare à 3 roues, venu d'un autre monde, valant environ 35,000 $. Son bien le plus précieux? Une Cisitalia Nuvolari Spider de 1947, un chef-d'œuvre italien d'après-guerre. Lega, rapide et d'une rareté incroyable. Évaluée à plus d'1 demi-million de dollars. Elle était le joyau de sa collection. Chaque voiture avait une histoire, et Frank se souvenait de chacune d'elles, qu'il s'agisse d'une trouvaille dans une grange, d'un remorquage longue distance ou d'une victoire aux enchères en ligne tard le soir. Il pouvait vous raconter comment il l'avait obtenue, ce qu'elle signifiait pour lui et pourquoi elle méritait une seconde vie. Ce n'étaient pas des investissements pour lui, c'étaient des missions de sauvetage. Elles prouvaient que le passé comptait encore. Ce qui rendait Frank unique, c'est qu'il n'a jamais laissé son succès altérer sa vision de ses objets. Il n'a jamais bâti d'empire Instagram tape à l'œil, ni organisé de somptueuses journées portes ouvertes pour exposer sa collection. Son garage est resté fermé à la plupart des étrangers. Une sorte de sanctuaire, empli de poussière, de graisse et de vénération. Ses amis disaient qu'il disparaissait parfois là pendant des heures, bricolant de vieilles pièces, cataloguant ce qu'il possédait, ou simplement assis tranquillement avec les voitures qui comptaient le plus pour lui. Il y avait quelque chose d'intime là-dedans. Dans un monde où tout est partagé et monétisé, Frank a gardé ses plus belles trouvailles sous clé. Et c'est là que le mystère commence, car tout ce qu'il a trouvé n'a jamais été montré à la caméra. Toutes les affaires ne se concluaient pas sous les projecteurs. Au fil du temps, Frank devint plus solitaire, plus discret, et de son garage, autrefois symbole de sa passion, pris d'une toute autre dimension. Personne ne savait ce qu'il contenait, pas même ses proches. Et après sa mort, lorsque les serrures furent enfin brisées et les lourdes portes ouvertes, ce qu'ils découvrirent à l'intérieur changea tout. Mais avant d'en arriver là,
il est important de comprendre l'ampleur de l'obsession de Frank et pourquoi certains disent que ce n'était ni une question d'argent ni de voiture. Il s'agissait de prouver que certaines choses valent la peine d'être conservées, même si beaucoup de gens oublient leur existence. Les dernières années d'un collectionneur. À mesure que la présence de Frank dans American Pickers s'estompait, l'accès du public à son univers s'estompait. Ce qui avait commencé comme un lent retrait s'est transformé en quelque chose de plus permanent. En 2020, Frank avait discrètement quitté la série, invoquant une opération du dos et des problèmes de santé. À l'époque, les fans pensaient qu'il allait rebondir. Mais en réalité, les choses se déroulaient en coulisses. Son état de santé n'était pas seulement un problème passager. Il s'inscrivait dans un déclin plus profond qui allait assombrir ses dernières années. Ses proches ont raconté que Frank s'était davantage isolé. Il ne répondait plus souvent aux appels, limitait les visites et passait la plupart de son temps chez lui. Mais cette maison n'était pas ordinaire. C'était un morceau d'histoire vivante. Son Garage, qui avait toujours été un lieu de restauration et de vocation, s'était transformé en un lieu plus silencieux, plus mystérieux. Il ne parlait guère de ce qu'il contenait. Et même ceux qu'il connaissaient, le mieux n'y avaient pas mis les pieds depuis des années. En public, il y avait des aperçus. Une publication Facebook montrant son coupé Plymouth de 1939, avec une légende laissant entendre à quel point il était fier de le posséder. Une autre publication où il parlait de la restauration de la Ford Fairlane, du grondement de sa voiture lorsqu'elle roulait enfin à nouveau. Mais ces messages ont cessé d'arriver. Et bientôt, les mises à jour aussi. Alors que son état de santé se détériorait, les portes du garage restaient fermées. Cependant, la collection s'était agrandie. Bien qu'il ne soit plus en déplacement pour l'exposition, Frank continuait d'acquérir des voitures. Parfois, il envoyait un intermédiaire pour lui en trouver une. D'autres fois, il achetait sans avoir vu. Ce n'était pas imprudent, c'était instinctif. Il pratiquait ce métier depuis des décennies et savait exactement ce qu'il recherchait. Chaque achat était toujours motivé par une intention. L'un des derniers achats confirmés concernait un véhicule que la plupart des gens ne connaissaient même pas. Ce n'était pas tape à l'œil, passe de chrome, pas de muscles, juste une forme étrange, une peinture délavée et aucun marquage clair. Lorsqu'un voisin lui en a parlé, Frank a simplement répondu « Il est plus vieux que vous ne le pensez ». Puis il l'a roulé dans le garage et a fermé la porte derrière lui. C'était plus d'1 an avant son décès. Ce qui différenciait Frank des autres collectionneurs, c'était sa philosophie. Il ne suivait pas les tendances. Il n'accumulait pas pour le volume. Il cherchait du sens. Et c'est ce qui rendait ces dernières années si mystérieuses. S'il continuait à collectionner alors qu'il était malade, presque seul, que poursuivait-il? Des rumeurs circulaient. L'une d'elles disait qu'il possédait une liste secrète de véhicules liés aux mythes automobiles américains. Des prototypes uniques, des voitures de course disparues, des concepts inachevés. Un autre a déclaré avoir négocié avec un employé retraité de GM qui prétendait posséder une voiture d'usine que personne n'avait vue depuis les années 60. Rien de confirmé, bien sûr. Ce ne sont que des rumeurs dans le milieu des voitures anciennes. Mais voici ce qui est confirmé. Avant sa mort, Frank a fait plusieurs remarques énigmatiques à de vieux amis. Il a dit « Il y a quelque chose dans ce garage qui nous survivra à tous ». Lors d'une autre conversation, il aurait dit à quelqu'un « Si jamais ils ouvrent ce garage sans moi, dites-leur que j'ai tout laissé derrière moi. » Personne n'y a prêté attention sur le moment. Frank avait toujours été poétique comme ça. Quand la fin arriva, elle ne fut pas bouillante. Pas d'adieu grandiose, pas de communiqué de presse, juste le silence. Un homme qui a autrefois illuminé les écrans de tout le pays est décédé entouré de ce qu'il aimait le plus. Solitude et histoires à découvrir. Alors que la procédure judiciaire s'engageait et que sa propriété passait entre les mains des gestionnaires de succession et des enquêteurs, tous les regards se tournèrent vers le seul endroit resté intact, son garage. Fermé, calme, sans être dérangé. Quoi qu'il ait laissé là-dedans, ce n'était pas seulement une collection de voitures. C'était le témoignage d'une vie passée à traquer le rare, l'oublié, l'incroyable. Et tandis que la clé tournait et que les portes grinçaient pour la première fois depuis des années, les personnes les plus proches de l'affaire allaient constater que Frank n'avait pas cessé de courir après l'impossible. Il l'avait attrapé et l'avait caché à la vue de tous. Le garage. Personne ne pouvait y toucher. Le jour où ils ont inauguré le garage de Frank Fritz, un silence étrange régnait. Pas le silence respectueux qu'on entend lors d'une cérémonie commémorative, mais celui qui s'installe lorsqu'on réalise qu'on entre dans un lieu vierge.
Des policiers se tenaient au bord de l'allée de gravier, mains sur leur ceinture, échangeant des regards discrets. L'avocat du domaine détenait la clé, et derrière cette lourde porte à enroulement, des années de secrets attendaient. Jusqu'à ce moment, le garage était resté scellé sur décision de justice. Cela faisait partie du processus: inventorier les biens personnels, vérifier la propriété, protéger les objets de valeur susceptibles de refaire surface lors de l'homologation. Personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Le garage lui-même n'était pas grand, du moins vu de l'extérieur. Une charpente en acier patiné, du lierre sur les bords et une porte latérale cabossée qui semblait ne pas avoir été ouverte depuis 10 ans. Mais dès que la porte principale se souleva, centimètre par centimètre, la poussière s'échappa comme de la fumée. Et le poids d'un héritage aussi. 8 véhicules étaient gréés en rang serré. Certains recouverts de vieilles bâches, d'autres laissés nus, leur peinture ternie par le temps, mais toujours aussi remarquable par sa silhouette. La Bel Air de 1956 se dressait fièrement à l'avant, sa carrosserie turquoise ternie mais intacte. À côté, le Fairlane GT 390 de 1967, l'une des muscles-corps les plus prisés de Frank. Le Cadillac Fleetwood, tout en chrome et en élégance, occupait le coin arrière gauche. C'était un véritable musée, figé dans le temps. Mais il y avait autre chose, une voiture que personne ne reconnaissait. Garée de biais près du mur du fond, sous une bâche grise tachée d'huile, se trouvait une voiture qui ne correspondait à aucun des véhicules connus de Frank. Sa forme était étrange, basse, aux courbes agressives. Avec un arrière inhabituellement large. À première vue, cela ressemblait à un prototype ou à une coque de course. L'un des agents s'est approché et a délicatement retiré la bâche. C'est alors que les choses ont changé. C'était une Corvette, mais personne n'en avait jamais vu en vrai. Ses lignes étaient plus agressives que celles d'une Stingray standard. La carrosserie semblait faite presque expérimentale. Le nez était inhabituellement bas et l'arrière était plus large qu'il n'aurait dû l'être. Ce qui sautait le plus aux yeux était l'absence de plaque 20 aux emplacements prévus. À la place, une petite plaque en laiton rivetée au pare-feu, avec des lettres délavées et une étrange séquence de chiffres qui ne correspondait à aucun registre GM. Les policiers ont appelé. L'avocate a pris note. Personne n'a touché au véhicule après cela. Mais tout le monde n'arrêtait pas de le regarder. Quelque chose clochait. Sur le mur intérieur du garage, à peine visible sous des années de crasse, se trouvait une note manuscrite collée juste au-dessus de l'établi. Le papier avait jauni et l'encre avait coulé par endroits. Mais le message était encore lisible. J'avais tout laissé là. Frank, ça ne disait pas tout ce que ça voulait dire, mais ça semblait délibéré, comme un indice final, comme s'il voulait que quelqu'un le trouve. Plus Todd, un mécanicien local chargé d'évaluer les véhicules, affirma que la Corvette inconnue n'était pas censée exister. Elle ressemblait à une Grand Sport de 1963, mais avec des incohérences incohérentes. Seulement 5 exemplaires furent officiellement produits. Tout était compté, et pourtant, il y en avait un de plus, ou quelque chose comme ça. Et Frank, pour des raisons qu'il n'a jamais expliquées, l'avait caché sous une bâche au fond de son sanctuaire privé. Les gens ont commencé à se poser des questions. Comment l'avait-il trouvé? D'où venait-il? Et pourquoi n'en avait-il parlé à personne? Le garage inaccessible venait de livrer son premier secret. Mais ce ne serait pas la dernière, car ce que Frank laissait derrière lui n'était pas seulement un mystère. C'était un défi, un événement qui attirait experts, collectionneurs et sceptiques. Tous se demandaient comment un homme ayant passé sa vie à fouiller dans l'oubli avait pu découvrir quelque chose que les plus grands constructeurs automobiles américains voulaient garder enfoui. La voiture qui ne devrait pas exister. Lorsque la porte du garage s'ouvrit enfin en grinçant et que la poussière commença à retomber, personne ne s'attendait à quelque chose d'extraordinaire. Frank Fritz était connu pour posséder de magnifiques machines. Ce Chevrolet Bel Air de 1956, le Fairlane GT 390 de 1967, les 2 voitures de sport Nash Healey de 1954 et même la légendaire Cisitalia Nuvolari Spider. Ces quantités étaient connues, documentées au fil des ans par des fans, des collectionneurs et quelques articles de magazines. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était à une anomalie discrète, cachée sous une bâche usée, tout au fond du garage. Après sa mort, ils ont ouvert le garage de Frank Fritz et découvert une voiture qui n'aurait jamais dû exister. Sa forme était familière, mais étrange. Carrosserie en fibre de verre. Profile basse, aile surdimensionnée. Clairement une Corvette.
mais différente de tout modèle que l'on trouve habituellement aux enchères ou au musée. Lorsqu'ils retirèrent sur la bâche, la confusion ne fit que s'accentuer. Selon les rapports, la carrosserie correspondait à celle d'une Grand Sport de 1963, une corvette de course si rare que seulement 5 exemplaires furent officiellement construits par Chevrolet avant l'arrêt du projet. Et tous les 5 furent retrouvés. Pourtant, si les rapports sont vrais, celle-ci était là, silencieusement parmi la collection de Frank. Pas de fanfare, pas de documentation, pas d'explication. Il n'y avait pas de numéro d'identification du véhicule 20, là où il aurait dû être. Juste une petite plaque en laiton, estampillée à la main de chiffres énigmatiques et de la mention « usage expérimental uniquement ». On aurait dit que c'était fait de même. La fibre de verre semblait d'époque, le châssis non répertorié. Et plus il l'examinait, plus c'était clair. Cette voiture, selon tous les documents officiels, n'aurait jamais dû exister. Frank n'en avait jamais parlé. Ni dans les interviews, ni dans les épisodes, ni même en passant. Il avait passé des décennies à partager ses découvertes avec le monde. Mais celle-ci, il l'avait gardée pour lui, discrètement, délibérément. Et c'est là que le message collé au mur au-dessus de son établi est devenu clair. De sa main, usé et légèrement taché par le temps. On pouvait lire « J'ai tout laissé là-bas ». Au début, cela ressemblait à un adieu sentimental. Mais maintenant, avec cette découverte, cela ressemblait davantage à une énigme. La voiture ne soulevait pas que des questions. Cela a perturbé la salle. Une Corvette sans historique de production, un prototype sans trace de carrosserie et un collectionneur connu pour son souci obsessionnel du détail. Les implications étaient lourdes. Certains ont commencé à spéculer qu'il pourrait s'agir de l'une des mules disparues dont on parlait. Des voitures d'essai construites en même temps que la Grand Sports, mais jamais officiellement commercialisées. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'un modèle encore plus étrange, une pièce unique, construite en secret par des ingénieurs ayant accès aux moules d'origine, cachée pendant des décennies avant d'atterrir entre les mains de Frank. Ce qui est sûr, c'est que Frank savait ce qu'il avait. Il l'a protégé, ne l'a jamais enregistré, ne l'a jamais partagé et l'a rangé dans le coin le plus reculé et le plus sombre de son garage privé. Pas comme une pièce d'exposition, plutôt comme quelque chose de caché, en attente. Et maintenant, après sa mort, il a enfin été découvert. Une voiture qui n'aurait jamais dû exister, émergeant discrètement de l'ombre d'une vie passée à la poursuite de l'inconnu et de l'invraisemblable. La découverte a déclenché une réaction en chaîne. Experts et historiens de la Corvette ont inondé les forums. GM est resté silencieux. Les théories s'affrontaient. Certains affirmaient qu'il s'agissait de la plus grande réplique jamais construite. D'autres pensaient qu'elle pourrait réécrire une partie de l'histoire de la Corvette. Ils étaient d'accord sur un point. Quelle que soit cette voiture, Frank l'avait gardée secrète jusqu'à sa mort. Au final, ce n'était ni la valeur ni la marque qui rendait cette découverte extraordinaire. C'était son impossibilité. Le fait qu'un homme connu pour ses découvertes de trésors perdus ait laissé derrière lui un ultime mystère. Pas de caméra, pas de gros titres, juste 4 roues. Une étiquette en laiton et un garage fermé à clé qui renferme un secret qui n'aurait jamais dû arriver jusque-là. Des questions qui persistent. La découverte de la voiture n'a pas seulement éveillé la curiosité. Elle a soulevé une multitude de questions auxquelles personne, pas même les amis les plus proches de Frank Fritz, ne semblait prêt à répondre. Il ne s'agissait pas seulement de savoir ce qu'était la voiture. Il s'agissait de savoir pourquoi il avait été caché, comment il avait atterri dans le garage de Frank et s'il était vraiment destiné à être retrouvé. Peu après que la découverte ait fait son chemin dans les forums automobiles spécialisés, l'intérêt s'est étendu bien au-delà des cercles habituels de passionnés de voitures. Les communautés de pilotes de voitures anciennes l'ont décortiquée, photo par photo. Les historiens de la Corvette ont tenté de la comparer à tous les prototypes, mulets et premières esquisses de développement connues du programme Grand Sport de Chevrolet, qui n'a pas connu de suite. Mais chaque réponse ne faisait que soulever davantage de questions. La plus importante était, cette voiture était-elle authentique? S'il s'agissait d'un véritable prototype Grand Sport non documenté, alors Frank avait réussi à mettre la main sur un véhicule que General Motors elle-même ne reconnaissait pas. Et si ce n'était pas authentique, s'il s'agissait d'une réplique ou d'une construction Frankenstein réalisée à partir de plans originaux ou de pièces d'usine volées, une autre question se posait. Qui l'a construit? Le savoir-faire n'était pas amateur. Chaque angle, chaque contour, chaque soudure racontait une histoire. On y lisait l'empreinte de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Et puis, les rumeurs ont commencé à circuler.
Une source affirmait que Frank avait discrètement acheté la coque et les pièces à un ingénieur GM à la retraite au début des années 2000, des années avant que sa santé ne commence à décliner. Une autre source affirmait qu'il l'avait acquise par le biais d'une vente immobilière clandestine à Flint, dans le Michigan, près de l'ancien site de GM. Ces histoires n'ont pu être confirmées, mais elles ont continué à refaire surface. D'une certaine manière, cela correspondait au style de Frank. Il n'était pas le genre de collectionneur à rechercher les applaudissements. Il aimait l'obscur, l'oublié, le caché. Son garage n'était jamais aménagé comme un musée. C'était un atelier, un refuge. C'était donc l'endroit idéal pour enterrer un tel accident. Mais ce qui a le plus perturbé les gens, ce n'était pas seulement la voiture. C'était le silence qui a suivi. GM a refusé de faire une déclaration publique. Pressé de questions. Un porte-parole a simplement déclaré qu'ils avaient... Cela n'a pas empêché d'anciens ingénieurs et mécaniciens de murmurer que davantage de Grand Sports avaient peut-être été construites que ce qui était officiellement reconnu. Peut-être stockées en coulisses pour des tests ultérieurs et discrètement dispersées après l'arrêt du programme. Si la voiture de Frank était l'une d'elles, alors son existence même était une fuite accidentelle dans une histoire qui n'était pas censée refaire surface. Et puis il y avait encore cette note. J'ai tout laissé là. Plus les gens le regardaient, plus j'avais l'impression qu'il s'agissait d'une miette de pain délibérée. Frank savait peut-être quel genre de tempête allait suivre. C'était peut-être sa façon de passer le flambeau, de s'assurer que l'histoire ne s'éteigne pas avec lui. Ou peut-être était-ce simplement sa dernière blague. Un dernier clin d'œil de la part d'un homme qui vivait pour le frisson de découvrir quelque chose que personne d'autre ne pouvait trouver. À mesure que la nouvelle se répandait, les offres affluaient. Les musées le réclamaient. Des collectionneurs privés proposaient de l'acheter directement, même sans indication de provenance. Un enchérisseur international aurait offert un chèque en blanc. Mais la succession a résisté. Pour l'instant, la voiture reste intacte, dans un flou juridique, entourée d'experts et d'avocats qui ne parviennent toujours pas à s'entendre sur sa nature. Ed Frank, il n'en a jamais parlé de son vivant. C'est dans ce silence qui persiste, dans chaque interview qu'il a donnée, dans chaque épisode qu'il a filmé. Il n'en est pas question. Aucun indice, aucun regard accidentel. Il l'a gardé caché, non pas par nécessité, mais par choix. Qu'il s'agisse d'un prototype perdu, d'un fantôme d'usine ou du plus grand canular automobile de l'histoire. La vérité est toujours sous clé, tout comme le garage. Et c'est peut-être ainsi que Frank le voulait. Tout ce qu'il a découvert n'était pas destiné à être expliqué. Certaines choses étaient destinées à être retrouvées, un héritage en acier et en silence. Longtemps après le catalogage du garage et le début des procédures de succession, la voiture est restée là où elle avait été trouvée. Silencieux, intacte et impossible à ignorer. Les experts allaient et venaient, tous plus intrigués les uns que les autres. Mais aucun n'a pu trancher. Trop de variables, trop peu de réponses. Et Frank n'était pas là pour compléter les réponses. C'est ce qui rend cette histoire unique. Il ne s'agit pas seulement d'une voiture rare, mais de l'homme qui l'a cachée et du mystère qui l'a entouré. Frank Fritz ne vivait pas comme un collectionneur ordinaire. Il ne s'intéressait pas aux gros titres et ne se vantait pas de la valeur de ses objets. Il collectionnait pour le plaisir de la découverte, pour la satisfaction tranquille de savoir qu'il avait sauvé quelque chose que la plupart des gens auraient négligé. Cette ultime découverte, qu'il s'agisse d'un sport grandiose disparu ou d'un loisir unique en son genre, reflétait tout ce que Frank représentait, le mystère, l'histoire et le respect pour la beauté oubliée. Il n'en parla à personne, peut-être parce que ce n'était pas le but. Peut-être n'attendait-il pas la reconnaissance. Peut-être était-il simplement satisfait de savoir qu'il était en sécurité, attendant que quelqu'un d'autre l'observe d'assez près pour le remarquer. Dans sa mort, il a laissé derrière lui bien plus que des artefacts. Il a laissé derrière lui des questions. Il a laissé derrière lui le message que collectionner ne consiste pas toujours à exhiber ses trouvailles. Parfois, il s'agit de savoir que quelque chose existe et de le conserver exactement à sa place. Et cette voiture, celle qui n'aurait jamais dû exister, fait désormais partie de cet héritage, qu'elle soit un jour vérifiée ou qu'elle reste un beau mystère. Elle porte l'esprit de Frank plus que n'importe quelle antiquité documentée. Car, au final, il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agissait de préserver quelque chose qui n'avait pas besoin de public, juste une porte verrouillée, un garage poussiéreux et un homme qui comprenait le pouvoir du non-dit. Qu'avez-vous préféré chez Frank Fritz? Dites-le nous dans les commentaires.